Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc effectivement, je vais vous présenter des résultats préliminaires d'un projet de recherche qui a été initié il y a quelques mois. Donc c'est un projet de post-doctorat et qui porte donc sur les crâniosynostoses syndromiques et les liens qu'ils peuvent avoir avec les troubles respiratoires obstructifs via une étude morphométrique. Donc pour vous présenter très rapidement dans quel projet, contexte s'intègre cette problématique et puis plus précisément les questions qu'on se pose et les objectifs qu'on souhaite obtenir. Donc déjà, on sait tous, la croissance crânio-faciale, elle est influencée par différents facteurs, à la fois des facteurs intrinsèques avec la génétique et aussi des facteurs extrinsèques. On peut penser notamment à la mastication, à la déglutition, puisque la mandibule est notamment connectée à différents muscles masticatoires, les masséters, la langue, etc., qui vont être influencés par cette activité de mastication dépendante de la texture des aliments, etc. On peut penser donc aussi aux habitudes de succion, qu'elles soient nutritives ou non. Et donc nous, on va s'intéresser à une autre influence, celle de la ventilation, et avec une interaction qui a double sens, c'est-à-dire l'anatomie va jouer sur la ventilation, et puis à l'inverse, la ventilation peut jouer sur l'anatomie. Donc c'est notre question, et on s'intéresse à cette question via une étude, donc je vous l'ai dit, morphométrique. On s'intéresse plus particulièrement au cas de crâniosynostose syndromique. Donc, c'est une pathologie, ça vous a été présenté ce matin, qui est caractérisée par une fusion prématurée des sutures crânio-faciales qui va engendrer une déformation du squelette. C'est lié à une anomalie génétique des récepteurs de croissance des fibroblastes, donc FGFR. La littérature, elle rapporte que cette pathologie, elle touche environ un cas sur environ 2000 naissances. Et parmi tous ces cas, il y a environ 25% qui sont des formes syndromiques. La littérature, elle rapporte également que dans 74% des cas, ces formes syndromiques sont associées à des troubles respiratoires obstructifs, tels qu'un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Cette prévalence, elle est énorme quand on la compare à la population pédiatrique générale, où là, les SAOS, ils sont rapportés à 1 à 4%, même si on peut parler peut-être de sous-diagnostic, puisque dès qu'il y a ronflement, on peut présumer qu'il y a troubles respiratoires obstructifs ou TROS. Donc en tout cas, ces troubles respiratoires ils sont généralement ou notamment causés par une dysmorphie des voies aériennes supérieures. Et donc nous, on veut mettre en rapport cette anomalie crânio-faciale, donc anatomique, à cette anomalie des voies aériennes supérieures. Plus précisément, en termes de questions, on s'en pose plusieurs. Déjà, on veut savoir est-ce que les différentes anomalies génétiques qui sont liées à ces crâniosynostoses syndromiques vont affecter de la même manière tous les patients, donc indépendamment de la forme syndromique concernée. Par exemple, est-ce qu'un Crouzon ou un Pfeiffer sont anatomiquement différents? Et si oui, sur quels critères on va pouvoir les distinguer? On va pouvoir se poser la question aussi quelles sont les variations et covariations entre les structures osseuses et les tissus mous associés, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement au squelette osseux, mais aussi aux tissus mous, donc notamment le palais mou, la langue, et donc forcément les voies aériennes supérieures. Donc là, on va se poser la question, quel est le rôle de ces structures anatomiques dans l'obstruction des voies respiratoires? Enfin, on va aussi pouvoir se poser la question, est-ce qu'il y a des facteurs qui permettent d'anticiper l'efficacité du traitement, puisqu'il semblerait que quel que soit, en tout cas pour des phénotypes qui semblent initialement identiques, un traitement n'est pas forcément efficace dans la résolution des symptômes du TROS. Donc avec cette étude, on va chercher à investiguer cette question. Donc finalement, notre projet de recherche, il va s'intéresser à identifier des biomarqueurs des troubles respiratoires obstructifs chez ces patients en particulier, donc pour aider à la fois au diagnostic, au traitement et à la prise en charge plus globalement de ces patients. Il faut savoir que ce qui est fait généralement jusqu'ici, c'est soit un examen uniquement clinique, donc ça a été d'ailleurs mentionné aussi ce matin, observer peut-être la taille de la langue avec la classification de Mallampati, donc pour estimer la macroglossie relative, aussi observer la taille des végétations, des amygdales, et puis bien évidemment observer les sutures. Jusqu'ici aussi, l'état de l'art s'est intéressé principalement à étudier des images uniquement en 2D. Donc certes, ça apporte quelques informations, mais on s'en doute, ça en manque aussi certaines, notamment les dimensions transversales de l'anatomie. Et aussi, c'est généralement des analyses uniquement métriques, donc basées sur des dimensions. Nous, on va se proposer d'aller un petit peu plus loin en s'intéressant également à la forme, donc pas uniquement en termes de taille, mais aussi donc, de conformation. On va revenir dessus. Ce qu'on veut faire aussi, c'est un protocole qui soit le plus reproductible possible pour avoir des résultats qui soient fiables, auxquels on peut vraiment croire. Et puis aussi, s'intéresser à la fois, donc je vous l'ai dit, à l'anatomie squelettique,
des tissus mous également, et aussi donc aux voies respiratoires pour faire le lien entre ces différents éléments. Donc plus précisément en termes de matériel et méthode, donc notre échantillon, je vous l'ai dit encore une fois, ce sont des enfants qui présentent une craniosynostose syndromique et un trouble respiratoire obstructif. Cet échantillon, on va le comparer à un échantillon contrôle, donc à la fois des enfants qui sont complètement sains, donc pas d'anomalie crânio-faciale et pas non plus de TROS diagnostiqués, et aussi un échantillon de comparaison d'enfants qui présentent certes une craniosynostose syndromique, mais pas de TROS associé. Ces enfants, ce qu'on va collecter, ce sont leurs CT scans pour faire la segmentation de leur anatomie, donc osseuse et tissu mou. Et déjà, on peut relever un premier biais puisqu'il s'agit d'une étude rétrospective, donc ça veut dire qu'on ne contrôlait pas les conditions dans lesquelles ces imageries médicales ont été réalisées. Or, on va le voir, ça veut dire qu'on ne contrôle pas, par exemple, la posture céphalique, qu'on ne contrôle pas la béance buccale, qu'on ne contrôle pas non plus s'il y avait présence d'un objet dans la bouche de l'enfant, qu'on ne contrôle pas non plus l'état physiologique, donc est-ce qu'il était endormi, sédaté ou complètement éveillé, voire agité, quel était l'état de déglutition, voire de respiration, etc. Or, tous ces facteurs ont, on le sait, une influence sur, par exemple, la position de l'épiglotte, de la langue et du palais mou. Or, ce sont des éléments qu'on cherche à étudier, pas seulement en termes de morphologie, mais aussi en termes de position. Donc ça, ce sera un biais à garder en tête quand on analysera nos résultats. Donc je vous l'ai dit, on s'intéresse à la fois aux tissus osseux, aux tissus mous et aux voies respiratoires. Et plus particulièrement, en fait, on va venir placer des landmarks pour venir analyser les coordonnées 3D de ces points, de ces repères anatomiques. Donc à la fois sur le maxillaire, la mandibule, le crâne et la colonne cervicale et l'os-hyoïde. En termes de tissu mou, on s'intéresse à la langue, au palais mou, et on vient aussi placer des points sur la surface extérieure du visage. Et enfin, pour les voies respiratoires, cette fois, on va venir extraire les cross-sectional areas, ou aires transversales, puisque ce sont des informations qui sont collectées dans la littérature, ce qui nous permettra de faire des comparaisons avec l'état de l'art. Je vous l'ai dit, donc on s'intéresse à l'anatomie, mais aussi aux troubles respiratoires obstructifs. Pour caractériser ces troubles respiratoires, on va se baser sur des données de polysomnographie ou polygraphie ventilatoire, selon ce qui a été réalisé, en se basant principalement sur ces indices d'apnée et ou hypopnée obstructive et ou centrale, qui nous permettront donc d'évaluer la sévérité du trouble respiratoire. Et puis, si on peut aussi collecter d'autres critères comme la saturation en oxygène, la durée de sommeil, la qualité du sommeil aussi rapportée par les parents, et s'il y a eu une évaluation ORL avec donc, cette macroglossie et l'état des végétations. Pour l'analyse, donc, je vous l'ai dit, on veut faire un protocole qui soit le plus reproductible possible. Donc, pour ça, on va se baser sur notre expertise précédente en réalisant une analyse morphométrique et des statistiques multivariées. Pour ce qui est de l'étude de la forme, et j'ai pas fait de point là-dessus, mais forcément aussi, on va s'intéresser aux dimensions. Et pour ça, ce sera des statistiques classiques, tests de student, etc., pour évaluer l'évolution en termes de taille avec la croissance, pour évaluer s'il y a des asymétries, des différences significatives selon nos différents patients qui ont des âges équivalents, etc. Donc, notre étude morphométrique, en fait, ce qu'on veut faire, c'est enlever cette notion de taille. Donc, on dit taille, mais en fait, c'est enlever la notion d'échelle de nos individus, puisque forcément, ils sont d'âge différents, donc de taille différente. Donc, on va faire une mise à l'échelle pour s'intéresser uniquement à la conformation, donc à la forme en tant que telle. Pour ça, on va appliquer en tout cas un protocole en 3 étapes, avec d'abord le calcul du log shape ratio de Mosiman. Donc, je passe rapidement sur l'équation. Sur ces données, on va réaliser une analyse en composantes principales qui nous permet en fait de représenter la variabilité interindividuelle. Et en réalisant une méthode de clustering, on va chercher à savoir est-ce que cette variabilité est telle qu'on arrive vraiment à distinguer des sous-groupes qui soient morphologiquement distincts les uns des autres. Pour chacun de ces sous-groupes, on va venir extraire le morphotype, c'est-à-dire le modèle qui représente au mieux chacun de ces groupes d'individus, qu'on va ensuite venir comparer en faisant une superposition, en de nouveau une mise à l'échelle et une rotation, donc en fait c'est une superposition procruste, pour comparer ces différences morphologiques. Donc pour vous présenter l'état actuel, donc le postdoc a commencé il y a quelques mois, donc on est uniquement cette fois en ce moment sur la mise en place du protocole et son évaluation. Donc la fiabilité, on l'a évaluée sur une dizaine de patients pathologiques qui présentent différentes formes de craniosynostose syndromique, et on n'a pas d'informations sur le trouble respiratoire obstructif. Donc en ce qui concerne la pose des landmarks, on voit qu'on est
pour pas dire excellent, on est très très bon, puisqu'on a un coefficient de concordance de Lin qui nous permet de représenter, d'évaluer cette reproductibilité qui est proche de 1, avec quelques petites difficultés peut-être pour repérer les bords latéraux des orbites. Donc on sait qu'il va falloir porter plus d'attention lorsqu'on va venir placer ces points, ou peut-être venir améliorer la définition pour la pose des landmarks. On avait voulu aussi collecter les aires internes de différentes structures anatomiques, en l'occurrence l'aire interne à l'arcade mandibulaire, à l'arcade maxillaire, à la cavité nasale, à la langue et au palais mou. Or, il s'est avéré, quand on a donc évalué cette répétabilité, qu'on était très mauvais pour le coup, avec un coefficient qui est de 0,34, et en fait qui est dépendant, en tout cas qui est la conséquence de ce non-contrôle de la posture céphalique, puisque là c'est un exemple que vous avez ici. On ne voit pas forcément la mandibule ici dans son entièreté. Et donc, ça peut jouer sur... on va vouloir estimer où était cette extrémité postérieure du condyle, et ce qui va pouvoir engendrer une erreur. Aussi, notre mesure, on vient la collecter sur une slice. Or, la slice, on va avoir du mal peut-être à identifier sur laquelle on va pouvoir faire notre mesure. Donc, du coup, tout ça est facteur d'erreur. Donc, on a décidé de ne pas collecter cette information d'aire interne des structures anatomiques que je vous ai citées. Ensuite, donc, je vous l'ai dit, on s'est intéressé aux voies respiratoires, au pharynx, depuis la sortie des narines jusque la base inférieure de l'hypopharynx. Et donc là, on s'est intéressé au volume. Donc on peut voir qu'en termes de répétabilité, on n'est pas encore parfait, notamment du fait des distinctions entre les différentes régions anatomiques, les différentes régions du pharynx, donc la cavité nasale, le nasopharynx, l'hypopharynx, l'oropharynx et l'hypopharynx. Donc là, à voir, est-ce qu'on a besoin d'améliorer la définition de ces différentes limites, et peut-être sinon se baser uniquement sur le volume du pharynx dans sa globalité uniquement. Ensuite, en ce qui concerne les aires transversales ou cross-sectional areas, là, le protocole il est davantage efficace, et ça du fait qu'on a davantage de contrôle aussi sur comment on va venir acquérir notre mesure, avec notamment ces ROI, là, ou Regions of Interest, qu'on va pouvoir venir mieux définir, notamment en suivant l'inclinaison cervicale, et donc pouvoir avoir vraiment une aire qui est transversale à la fibre neutre de notre voie respiratoire. Donc là, notre protocole, il est encore une fois plutôt bon, même si peut-être quelques difficultés, encore une fois, à distinguer nos différentes régions du pharynx, en sachant que donc, ce qu'on a défini, c'est que la base donc, inférieure de l'hypopharynx est définie par la troisième vertèbre cervicale. Entre l'hypopharynx et l'oropharynx, c'est le sommet de l'épiglotte. Donc là, ça veut dire dépendant de la phase de déglutition. Donc, quand on va comparer nos informations entre patients, quelle est la réelle représentativité de nos résultats. Ensuite, la distinction entre l'oropharynx et le nasopharynx au niveau de la bifurcation des coanes. Non, pas des coanes, au niveau de l'extrémité postérieure du palais dur, et c'est l'extrémité supérieure du nasopharynx qui est au niveau de la bifurcation des coanes. Donc finalement, comment on peut conclure? Déjà, quel est le calendrier prévisionnel? Déjà, bien collecter les données, donc ça a été initié cette semaine à Necker. Pour l'instant, on s'est concentré sur les crousons, mais je vous l'ai dit, on cherche à pouvoir comparer différentes formes syndromiques des craniocynostoses, donc s'intéresser également au Pfeiffer, par exemple. Sachant aussi donc cette base de données de Necker va être complétée par des imageries et des données, en tout cas, puisqu'il y a aussi les IAH d'Espagne et de Colombie. Et pour l'échantillon sein, on a déjà une base de données qui avait été collectée pendant ma précédente thèse, avec la participation de différentes unités hospitalières de Marseille, Montpellier, Bron et Caen. Une fois donc l'ensemble de ces données acquises, on va pouvoir appliquer notre protocole en faisant nos segmentations 3D, en posant nos landmarks et en mesurant nos volumes et nos aires transversales des voies respiratoires. Enfin, bien évidemment, appliquer notre protocole, donc notre analyse morphométrique avec le log-shape ratio de Mosiman, notre ACP, méthode de clustering, superposition Procruste, les statistiques multivariées pour venir comparer les différences morphologiques mises en évidence, et enfin, évidemment, l'interpréter en mettant en comparaison avec la littérature et continuer la valorisation qu'on a initiée aujourd'hui. En termes de retombées attendues, bien évidemment, notre cœur de projet, c'est le patient. On cherche à améliorer sa prise en charge, que ce soit dans son diagnostic, donc faire un diagnostic qui soit forcément le plus efficace, mais aussi le plus précoce possible. Améliorer son traitement en, je vous l'ai dit, mieux comprenant quels sont les facteurs qui peuvent expliquer un non-succès
d'une stratégie chirurgicale, et aussi peut-être anticiper l'évolution des symptômes liés aux troubles respiratoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également l'équipe organisatrice et les familles sans qui on n'aurait pas accès à ces données. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Sinon, j'en ai une ou deux aussi, mais quelques remarques juste. Effectivement, sur le calcul du volume et des aires de transsection, c'est compliqué sur les structures mobiles. En fait, ça dépend de la position, du cycle respiratoire, de la déglutition. Donc, autant les repères osseux, on comprend qu'on ait effectivement des repères fiables. Autant ça, pour avoir aussi travaillé un peu là-dessus il y a quelques années, c'est d'une fiabilité relative. Enfin, après, sauf si vous réussissez à trouver vraiment des repères ou des temps de mesure qui sont intéressants. Non. Sinon, autre question, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des facteurs prédictifs éventuellement ou de sites obstructifs, peut-être variés en fonction des différentes pathologies, parce que c'est vrai que, alors pour travailler aussi sur la désobstruction et le traitement des troubles du sommeil chez les enfants avec des cranioséténoses, on a tendance un peu à appliquer le même protocole de désobstruction à tous, avec des résultats, comme vous l'avez dit, qui sont variables. Autre question aussi, les scanners d'enfants sains, ils sont triés comment? Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, forcément. Non, oui, généralement, c'est des imageries qui ont été réalisées dans le cas, par exemple, d'accidents de la voie publique ou de suspicion de trauma, etc. Et c'est vrai que, par contre, le biais, c'est qu'on n'a pas d'information s'il y avait ou non TROS diagnostiqué ou non, quoi. Pour les parties molles, ça peut être embêtant. Autant pour le dur, on peut imaginer qu'ils sont éliminés des enfants avec des syndromes. Du coup, on pense un peu répondre à la problématique en étudiant la variabilité et peut-être en excluant les cas les plus extrêmes, quoi. Donc, vraiment en prenant le cœur de la variabilité, en se disant, bon, ça, c'est ce qui représente la normalité, entre guillemets, quoi. Ok. Je regarde si vous avez des questions en ligne. Non, dans le public, pas particulièrement. On attend les résultats, dans ce cas-là. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.